Aujourd'hui, je vais vous parler d'une frontière dont le franchissement a transformé le monde. Pour beaucoup de scientifiques, traverser cette frontière a même été un point de bascule sans retour possible dans l'histoire de l'humanité. À l'échelle de la grande histoire de la vie sur Terre, c'est même sûrement l'événement le plus important depuis la disparition des dinosaures, puisqu'il a déclenché des épidémies qui ont causé des dizaines de millions de morts, l'effondrement de civilisations entières, des déplacements de populations européennes et africaines, et un bouleversement radical des écosystèmes à l'échelle du globe et en des durées de temps extrêmement brèves. On lui doit même indirectement la Révolution française, le Carnaval de Rio, la pizza hawaïenne, le chili con carne et la ratatouille. Cet événement, connu sous le nom de Grand Échange colombien, et qui a façonné le monde de manière aussi spectaculaire et irréversible que des éruptions volcaniques de grande ampleur, ou l'impact d'une météorite, a, au départ, été déclenché par quelques centaines d'hommes qui ont traversé un océan. Mais avant de nous lancer dans ce récit fascinant, laissez-moi remercier le partenaire de cette vidéo, grâce à qui l'on peut se lancer dans des épisodes aussi longs. J'ai nommé HelloFresh, qui propose actuellement, et pendant encore 15 jours, une offre de rentrée exceptionnelle, avec la première box à partir de 3 € par portion, plus un cadeau à choisir à chaque commande, et ce, chaque semaine. Parmi ces surprises, ils ont vraiment une grande variété de choix. On retrouve des madeleines, des jus de fruits, de la burrata, des desserts et beaucoup d'autres choses encore. Pour ma part de gâteau, j'ai opté pour leur délicieux cake au saumon. Mais la semaine prochaine, je vais tester quelque chose d'autre. Pour profiter de cette offre de rentrée exceptionnelle, il vous suffit simplement de flasher le QR code qui s'affiche à l'écran ou de passer par le lien que je vous ai mis en description. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas HelloFresh, c'est le plaisir de cuisiner retrouvé. Avec eux, chaque semaine, vous pouvez choisir en ligne les petits plats appétissants que vous voulez vous concocter en toute simplicité. Et puis, dans la foulée, vous recevez chez vous une box à l'intérieur de laquelle vous retrouverez tous les ingrédients nécessaires pour réaliser des recettes goûtues élaborées par des chefs cuisiniers. Typiquement, je me suis préparé un chutney de mangue maison avec du riz et une sauce à la grecque coriandre et concombre. Et ça m'a pris à peine 20 minutes, montre en main. En somme, les box d'HelloFresh font de la cuisine un terrain de jeu à arpenter avec plus de saveurs, de goût et surtout de temps pour vous vu qu'elles vous dispensent de la corvée des courses. Vraiment, foncez sur leur site les yeux fermés, la bouche ouverte et les papilles alertes. Ceci étant dit, revenons à notre histoire, qui commence au début du XVe siècle par la mise au point de bateaux d'un genre nouveau, les caravelles. Avec leurs voiles carrées et triangulaires, ces dernières ne dépendent pas juste du vent arrière pour avancer. Elles sont maniables et peuvent faire face aux vagues de la haute mer, tout en embarquant jusqu'à 150 tonnes de vivres dans leur cale. Avant l'arrivée des caravelles, le monde était grand et les civilisations, pour la plupart, séparées les unes des autres par de vastes océans. L'Europe de l'Ouest et l'Extrême-Orient restaient en grande partie déconnectés, empêchés dans leurs échanges commerciaux et intellectuels par l'influence prépondérante des nations musulmanes, qui, au centre de l'Ancien Monde, contrôlaient en grande partie les portes d'accès aux routes de la soie. Plus au sud, l'immensité de l'Afrique subsaharienne et ses riches empires côtiers échangeaient à peine avec l'Europe et étaient pratiquement étrangers aux civilisations de l'Est et du sud de l'Asie. Quant à ce que nous pourrions appeler l'hémisphère oriental et occidental du monde, l'Ancien et le Nouveau Monde, ils évoluaient dans une ignorance totale de leur existence réciproque. Mais avec la mise au point de la caravelle en Europe, il devient possible de perdre de vue le rivage pendant longtemps, de s'aventurer bien au-delà de l'horizon dans les vastes océans. Et lorsqu'en 1492, l'expédition de Christophe Colomb atteint les Caraïbes, après avoir traversé l'océan Atlantique au moyen de ses bateaux améliorés, elle va déclencher une série d'événements qui, en cascade, vont avoir des conséquences planétaires. En l'espace de quelques générations seulement, les échanges et le brassage rendus possibles par ces bateaux d'un genre nouveau transforment radicalement les écosystèmes et les sociétés des deux hémisphères, au point de pulvériser les équilibres politiques et changer à jamais l'histoire de la vie sur Terre. Des esclaves africains se retrouvent dans les hauteurs de l'Amérique du Sud, à extraire des mines creusées dans les ruines de l'Empire Inca, de l'argent qui sera vendu en Chine par les Espagnols. À la Mecque, à Manille comme à Madrid, l'odeur du tabac des Antilles se répand dans d'immenses volutes de fumée. Les marchands espagnols attendent leur porcelaine et leurs soieries asiatiques, en provenance du Mexique, car une grande partie du commerce avec la Chine se fait alors via l'Amérique centrale.
Tandis que le long de l'océan Indien, les marins hollandais utilisent des coquillages des Maldives comme monnaie d'échange contre des esclaves d'Angola. Ce que beaucoup ignorent à cette époque, c'est que dans les cales des navires des conquistadors qui rentrent d'Amérique en Europe, les butins les plus précieux n'étaient pas faits d'or ou d'argent, mais de plantes et de graines. Tandis que dans les galions voguant en direction du Nouveau Monde, les passagers les plus dangereux ne portaient pas d'armes ni d'armure sur eux, mais étaient des êtres vivants invisibles, des microbes ayant élu domicile sur de paisibles animaux domestiques. Et qui, embarqués malgré eux dans le grand chamboulement du monde, vont renverser les équilibres des continents. Car en venant fouler le sol des Amériques, les Européens font sans le vouloir se percuter et se mélanger. Deux mondes riches d'écosystèmes, de plantes, d'animaux et de pathogènes qui leur sont propres, et qui étaient jusque-là restés sans contact, séparés depuis des millions d'années par l'immensité d'un océan. Et voilà qu'en l'espace de quelques décennies seulement, cheval, vaches, moutons, chèvres, cochons, poules, chiens et chats sont introduits aux Amériques, en compagnie du blé, du seigle, du riz, du café, de l'ail et de l'oignon. Tandis que dans l'autre sens, tomates, pommes de terre, haricots, arachides, piments, papaye, vanille, cacao, courge, manioc, tabac, tournesol, avocat, patates douces et j'en passe sont ramenés d'Amérique pour être cultivés en Inde, en Chine et dans toute l'Asie du Sud-Est, avant d'être consommés quelque temps plus tard en Afrique, en Europe, puis en Australie. Alors certes, au cours de l'immensité des temps qui nous précèdent, les espèces n'avaient pas attendu l'arrivée des conquistadors pour passer d'Eurasie en Amérique, notamment par le détroit de Bering, ou en faisant des sauts de puce d'île en île dans le Pacifique, et inversement. Mais ces transferts excessivement rares ne concernaient qu'un petit nombre d'espèces. Rien d'aussi massif et rapide n'avait eu lieu jusqu'alors. Pour bien comprendre l'importance de ces premiers voyages transatlantiques, rembobinons un peu l'histoire pour nous pencher sur le personnage fascinant qu'est Christophe Colomb. Cristofo, comme on l'appelle parfois, grandit dans la classe moyenne de Gênes, cité-État indépendante et grande puissance maritime qui étend alors ses comptoirs dans toute la Méditerranée et jusqu'en mer Noire. Colomb n'est absolument pas destiné à changer le monde. D'abord apprenti tisserand, puis mousse à 10 ans, on le retrouve corsaire au milieu des guerres de religion en France, lorsqu'il a la vingtaine. Et puis, par la force des choses et le hasard, et ayant le pied marin, il devient marchand et voyage au Portugal, en Angleterre et jusqu'en Islande. Et à 30 ans, il parvient à se faire une place dans la cour du roi et de la reine de Castille, grâce aux livres et aux cartes qu'il achète et qu'il revend. Et c'est en échangeant avec les intellectuels les puissants que l'idée de traverser l'Atlantique émerge en lui. Il faut dire que Colomb a toujours rêvé des Indes, cette région du monde prospère et fantasmé qui, à l'est de l'Asie, regorge d'innombrables denrées, d'épices, de soieries, de parfums et de vaisselle de luxe qui arrivent au compte-gouttes en Europe et à prix d'or, via les marchands arabes et vénitiens. Comme beaucoup d'Européens lettrés de son époque, Colomb a lu les récits de voyage de Marco Polo. Il s'est plongé dans son livre des merveilles. Et souvent, il rêve d'arriver à rejoindre les Indes, l'Asie du Sud-Est et encore plus loin les terres mystifiées de Katé et Cipangu, la Chine et le Japon. Depuis le milieu du XVe siècle, les caravelles et autres innovations navales permettent aux Portugais de descendre de plus en plus au sud pour tenter de rallier les Indes en contournant l'Afrique par la mer. Et c'est à ce moment de l'histoire, propice à l'exploration, que Colomb parvient à se faire financer par la couronne d'Espagne, un voyage censé rejoindre le pays du soleil levant en mettant le cap sur le couchant. En gros, son idée est de partir plein ouest et de traverser l'immense océan séparant l'Europe de la tant convoitée Asie. Là où c'est amusant, c'est que des années de tractation ont été nécessaires pour convaincre Ferdinand et Isabelle d'Espagne de financer ce voyage à haut risque. Et Colomb n'est passé qu'à ça d'aller faire financer son projet par le roi de France, Charles VIII. On imagine facilement qu'une histoire du monde assez différente se serait alors écrite. Plus étonnant peut-être encore est le fait que le financement de la première expédition de Christophe Colomb tient probablement en grande partie à une erreur de calcul. Car pour estimer la taille de l'immensité de l'océan séparant l'Europe du Japon, et donc la durée de l'expédition et sa faisabilité, Colomb s'appuie sur les observations du grand astronome Al-Farghani, savant arabe du IXe siècle dont les calculs sous-estiment légèrement la circonférence de la Terre. Et à cette petite erreur initiale, Colomb va en ajouter une énorme.
en confondant les distances données en milles arabes et celles données en milles romaines. Il va réduire encore la taille du monde de plus d'un tiers. Et c'est cette erreur qui va rendre son projet de rejoindre l'actuel Japon en traversant l'océan crédible sur le papier, et finir de convaincre la couronne d'Espagne d'accepter de financer un projet comparable en termes de coût et de dangerosité à un vol spatial d'aujourd'hui. Lorsque l'expédition de Colomb prend le large depuis l'archipel des Canaries, l'équipage, si l'on en croit leurs calculs, devrait arriver à Sipangu après avoir parcouru quelques 4500 km en direction de l'ouest. Sauf qu'en réalité, c'est 12 500 km qui, à vol d'oiseau, les séparent de l'archipel nippon. Et aucun navire de l'époque n'aurait pu réaliser un tel voyage sans escale. Si bien que les membres de cette expédition seraient probablement tous morts de faim perdus au milieu d'un immense océan si le continent américain n'avait pas existé. Toujours est-il que ce continent est là, et lorsqu'en 1492, après 36 jours de voyage, les membres de l'expédition arrivent enfin, les vivres pratiquement épuisés, sur une petite île des Caraïbes qu'ils baptisent San Salvador, ils sont persuadés d'être à proximité de l'archipel japonais et des trésors de la Chine. En fait, au cours des 4 expéditions qui suivront, et jusqu'à sa mort, Colomb restera convaincu d'avoir mis les pieds en Asie, et d'être sur le point de court-circuiter les routes commerciales contrôlées par Venise et l'Empire ottoman pour y accéder. La première expédition de Colomb, qui ne comptait que 3 navires et 90 hommes, et qui ne fit qu'effleurer superficiellement quelques îles de ce nouveau continent, ne fut guère plus qu'une pichenette au regard du basculement du monde à venir. Un basculement qui ne commence véritablement qu'avec la deuxième expédition, qui, beaucoup plus ambitieuse en effectifs, était pensée pour s'implanter. À bord des 17 bateaux qu'elle comprend, il y avait près de 1500 personnes, dont un tiers de soldats, un quart d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs, de forgerons et de charpentiers, et un cinquième de colons. Ainsi que des dizaines de prêtres, qui vont être les premiers à semer les graines de la religion catholique en Amérique latine. 5 siècles plus tard, on y dénombre près de 500 millions de fidèles. Au sein de cette expédition, personne ne le sait, mais ce qui va le plus transformer en profondeur les Amériques, ce ne sont ni les armes ni les idées, ni même les 1500 humains qui ont embarqué pour s'implanter dans ce nouveau monde, mais les 100 chevaux, 3 ou 4 vaches, et la trentaine de porcs, de moutons, de chèvres, ainsi que les centaines de poules qu'on y trouve dans les cales, et qui hébergent quantité de maladies, dont les Européens sont déjà porteurs et auxquelles ils sont immunisés. Des maladies qui vont se répandre comme une traînée de poudre, bien plus rapidement que les Espagnols, sur l'ensemble du continent, et mettre à genoux les grandes civilisations américaines de l'époque avant même que les Européens ne les rencontrent. Soudainement, des virus tels que la variole, la rougeole, la grippe, l'hépatite, la pneumonie, ou des bactéries comme la tuberculose, la diphtérie, le choléra, le typhus ou la scarlatine, se mettent à circuler en créant le plus grand choc épidémique de l'histoire humaine, et peut-être même de l'histoire de la vie sur Terre. En quelques décennies à peine, et au gré des différentes expéditions qui arpentent le littoral américain, les peuples autochtones d'Amérique sont confrontés à plusieurs millénaires de vagues épidémiques eurasiennes. Des vagues qui vont déferler du nord au sud des Amériques, et tuer de 75 à 90% des habitants du continent, dont la plupart n'auront jamais croisé un Européen de leur vivant. À titre de comparaison, les grands épisodes de peste en Europe n'ont décimé que 50% de la population. Et ce carnage est presque unilatéral, car la seule maladie à faire le voyage en sens inverse et à passer des Amériques vers l'Eurasie est une MST, la syphilis, qui va déclencher une première épidémie dans l'Ancien Monde dès 1495. Mais rien de comparable en termes de pertes avec le cataclysme causé en Amérique. Alors comment expliquer que les pathogènes à passer de l'Ancien Monde au Nouveau aient été aussi nombreux et virulents ? Eh bien la raison tient essentiellement au fait que, contrairement aux cultures d'Asie et d'Europe, celles d'Amérique ne vivaient que rarement en compagnie d'animaux. Si l'on met de côté les dindes, le chien noir du Mexique et les lamas dans les Andes, les sapiens d'Amérique n'avaient pas d'animaux domestiques. Tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, les populations humaines vivaient avec ceux qu'ils avaient domestiqués depuis des millénaires.
Beaucoup de bâtiments leur étaient même dédiés, de l'étable au poulailler en passant par l'écurie, tandis que les portes des châteaux étaient dimensionnées pour qu'un homme à cheval puisse y passer. Mais rien de tout ça dans les Amériques. Cette proximité a entraîné des crises sanitaires chroniques dans toute l'histoire du continent eurasien et un état de santé chez les Européens très dégradé. Beaucoup de témoignages des premiers voyageurs transatlantiques témoignent d'ailleurs de leur admiration pour ces hommes et ces femmes en très bonne santé, d'une beauté et d'une propreté remarquables. Mais ne vous y trompez pas, même si la domestication des animaux était assez rare, le continent américain était loin d'être sauvage. Lorsque 30 ans après la première expédition de Colomb, Hernán Cortés s'enfonce dans les terres du Mexique et tombe sur la ville hallucinante de Tenochtitlan, l'actuel Mexico, il découvre une ville comptant entre 200 000 et 300 000 âmes. Ce qui en faisait à l'époque l'une des plus grandes cités du monde, même si elle était 2 fois plus petite que Pékin, cœur de l'Empire chinois, déjà surpeuplé. À l'époque de Cortés, en Europe, seuls Paris et Constantinople pouvaient rivaliser en termes de population. Quant à Séville, alors siège de la couronne espagnole, elle était 4 fois plus petite que la capitale aztèque. En plus de sa taille, Tenochtitlan était une merveille d'ingénierie. Trônant au beau milieu du lac Texcoco, cette ville hallucinante construite sur des îles artificielles et sillonnée par des milliers de petits bateaux, devait sa subsistance à une agriculture intensive tout aussi spectaculaire, réalisée sur des jardins flottants baptisés Chinampas. Et puis, dans cette ville, dont la propreté et la complexité ont fait rêver les armées de Cortés avant qu'ils se mettent minutieusement à la détruire, les animaux domestiques étaient presque absents, ce qui contrastait fortement avec les villes européennes, remplies de chevaux, de porcs, de poules, de canards et de leurs excréments. C'est dès la première moitié du XVIe siècle qu'en s'enfonçant dans l'intérieur des terres du Mexique, les Européens découvrent en quantité des fruits, des légumes et des céréales qui leur sont inconnus, et qui ont été domestiqués par des civilisations ayant mené leur propre révolution néolithique, développé leur propre agriculture. Et ce faisant, ils vont faire voyager ces plantes, aussi nouvelles pour eux, partout à travers le monde, et transformer l'agriculture mondiale. Et pour résumer cette histoire fabuleuse, on va prendre l'exemple d'un plat, qui dans nos imaginaires évoque les terres de cow-boys de l'Arizona ou du Texas, et qui trouve ses origines lointaines au Mexique, le chili con carne. Un nom qui, à lui seul, dit déjà quelque chose du grand échange colombien, car carne vient de l'espagnol et veut dire viande, et chili, en nahuatl, la langue parlée par les Aztèques, veut dire piment. Mais le plus intéressant n'est pas là, car que vous soyez plus chili version originale, qui n'était au XIXe siècle basiquement qu'un ragoût de piment et de viande mijotée agrémentée d'épices, ou que vous y ajoutiez du riz, des haricots rouges et des tomates, voire du maïs ou du poivron, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, la chose à retenir, c'est que la recette d'un chili n'est ni texane, ni mexicaine, car il y a en lui une partie du patrimoine de l'humanité. Le riz que l'on peut y mettre a été à l'origine domestiqué dans la vallée du Yangtze-Sichuan, en Chine, il y a environ 8000 à 10 000 ans. L'ail qu'on y ajoute est originaire d'Asie centrale et cultivé dans le bassin méditerranéen depuis plus de 5000 ans. Tout comme les olives, de l'huile qui nous permet de le faire frire. Le bœuf qu'on y ajoute, et qui est en réalité plus probablement une vache laitière à la retraite qu'un taureau castré, descend directement des aurochs domestiqués au Proche-Orient il y a 10 000 ans. Les épices dites mexicaines, qu'il est courant d'y ajouter, viennent en réalité de l'autre côté du monde. On y trouve du cumin, provenant à l'origine du Proche-Orient, de l'origan apparu en Europe, et des graines de coriandre moulues qui, au départ, poussaient un peu partout à l'état sauvage, au Moyen-Orient et dans le sud de l'Europe. Quant aux haricots rouges, aux tomates et aux piments, tous proviennent de plantes qui, il y a 5 siècles de cela, ne poussaient que dans les Amériques et nulle part ailleurs dans l'Ancien Monde. Avant le grand échange colombien, personne en Europe, en Inde, en Afrique comme en Chine n'avait jamais goûté le moindre piment. D'ailleurs, avant l'arrivée des Européens en Amérique, il n'y avait pas de cow-boys, ni de vaches, ni de chevaux de ce côté de l'océan. L'image des Indiens d'Amérique du Nord que l'on se représente souvent nomades et à cheval est un pur produit de l'échange colombien, une réaction des Amérindiens au bouleversement qui se mettra en place un peu plus tard, au XVIIIe et au XIXe siècle.
Bref, la plupart des plats signatures d'une région du monde, et qui sont souvent estampillés « tradition culinaire ancestrale », sont en réalité des nouveautés. Des plats qui n'auraient jamais existé sans cette collision biologique entre l'ancien et le nouveau monde. Pour illustrer à quel point le grand échange colombien a totalement transformé les pratiques culinaires mondiales, on peut en réalité prendre en exemple pratiquement n'importe quel plat populaire. Vous avez là tous les ingrédients nécessaires pour concocter une ratatouille, un plat typique du sud de la France. Et maintenant, on va séparer ce qui est nécessaire à cette recette et qui se trouvait dans l'ancien monde, de ce qui poussait à l'origine en Amérique. Et là, je pense que vous voyez le problème. Ça marche aussi très bien avec une pizza hawaïenne, un plat italien popularisé à New York et qui nécessite de la tomate originaire du Mexique et de l'ananas, un fruit qui ne poussait au départ qu'en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, et que l'on retrouve plus tard cultivé en masse dans quantité de régions tropicales, dont l'île d'Hawaï. Si vous prenez un épi de maïs et que vous êtes comme moi novice en botanique, vous n'y voyez probablement que la promesse d'un plat succulent. Mais pour un chercheur en agronomie, c'est un mystère. Car l'on peine encore à comprendre en détail comment, à force de sélection, les grandes civilisations du Mexique ont réussi à croiser des graminées appelées théozintes, sorte de mauvaises herbes géantes, au point d'en transformer les graines, qui à l'origine ressemblaient à ça, pour arriver à ça. Au-delà des pratiques agricoles très anciennes développées dans le Nouveau Monde, les archéologues ont également récemment découvert les restes de grands aménagements humains à côté desquels les conquistadors étaient complètement passés. L'Amazonie a pendant longtemps été vue comme une terre vierge et sauvage par excellence. Pourtant celle-ci, malgré son extraordinaire biodiversité, était occupée par les humains. Dans les terres de ces régions, on a retrouvé au cours des dernières décennies du charbon, des poteries et des restes de poissons en très grande quantité, tous datés d'entre -800 et 500 après Jésus-Christ, et qui ont été volontairement accumulés pour transformer le sol pauvre et acide du bassin fluvial de l'Amazone en une terre extrêmement fertile, la célèbre Terra Preta. Même si ces traces d'activité appelées anthrozoles sont difficiles à cartographier dans la plus grande forêt équatoriale de la planète, on estime qu'entre 0,1 et 1% de la surface de l'Amazonie se compose de cet anthrozole particulièrement fertile. Ces traces archéologiques ont bouleversé l'estimation traditionnelle de la population amazonienne précolombienne, qui était estimée autour de 1 à 2 millions d'âmes, pour la porter entre 6 et 12 millions. Les chercheurs ont également identifié une plus forte densité d'arbres fruitiers à proximité des sites archéologiques majeurs. Grâce à des vues satellites, ils tentent maintenant d'identifier des zones de la forêt particulièrement riches en arbres fruitiers pour identifier de nouveaux sites archéologiques. L'Amazonie était donc à l'époque à la fois une terre agricole et un immense verger. Et c'est dans l'une de ces régions restées pendant longtemps oubliées et reprises par la forêt, au nord de l'actuelle Bolivie, qu'a été pour la première fois domestiqué l'emblématique manioc, qui a transformé l'agriculture et la gastronomie sous les tropiques, et notamment en Afrique. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'effondrement des populations amérindiennes n'a pas fait que transformer les paysages au point que des régions cultivées à perte de vue par la main de l'homme, soit en quelques décennies reprises par des forêts touffues. Elle a aussi vraisemblablement et indirectement bousculé les équilibres du climat. Laissez-moi vous expliquer, vous allez voir, c'est fascinant. Lorsque les Européens accostent sur les côtes américaines, beaucoup de grands foyers de peuplement sédentaire prospèrent alors sur la côte et dans l'intérieur des terres. La Confédération iroquoise au nord-est, mais aussi les Cherokees, les Creeks, les Appalaches, ou encore les peuples issus de la civilisation mississippienne, qui s'uniront au XVIIe siècle sous le nom de Chactas. Dans l'est de ce qui deviendra les États-Unis, chaque année, les Amérindiens allumaient volontairement de grands feux saisonniers, afin de contrôler la pousse des arbres et de laisser dégager les zones de pâturage pour les grands herbivores de ces régions, tels que les cerfs et les bisons. En venant faire s'effondrer les populations de natifs d'Amérique, les pathogènes européens ont indirectement mis fin à ce contrôle de vastes territoires grâce aux flammes. Or, ces grands incendies volontaires libéraient des quantités non négligeables de CO2 dans l'atmosphère. En quelques dizaines d'années après le choc épidémique, la forêt regagne du terrain et se referme dans tout l'Est nord-américain, en capturant au passage une grande quantité de CO2.
On estime qu'en l'espace d'un siècle, entre le Canada et la Floride, c'est l'équivalent de la surface de la France qui passe de paysages de type prairie à la forêt dense. Et cela va avoir d'étonnantes conséquences. On pense en effet que la repousse de cette immense forêt pourrait bien avoir participé à déclencher ce que les climatologues appellent le petit âge glaciaire. Un épisode climatique très long qui a duré près de 3 siècles et se caractérise dans l'hémisphère nord par des hivers rudes, des étés doux et des récoltes calamiteuses responsables de bon nombre de famines et indirectement de climats politiques extrêmement troublés. La chute de la dynastie Ming, l'indépendance américaine ou même la Révolution française ont donc été un peu alimentés par la faim, provoquée entre autres par la chute des températures et la dérégulation des précipitations, consécutive à la disparition des natifs américains, dont le nombre sur l'ensemble du continent est passé en moins de 2 siècles, de 60 millions au moment de l'arrivée des premiers Européens à moins de 4 millions à la fin du XVIe siècle. Bien sûr, plusieurs autres facteurs interviennent et permettent d'expliquer la chute des températures particulièrement marquée qui sévit dans l'Atlantique Nord des années 1550 à la fin du XIXe siècle. Parmi lesquels une baisse de l'intensité de notre étoile en surface au cours de cette période, ainsi que des éruptions volcaniques particulièrement violentes, qui ont de leurs cendres renvoyé dans l'espace une partie du rayonnement solaire. Songez que l'éruption du volcan indonésien Tambora, en 1816, tua plus de 100 000 personnes dans les îles alentours et engendra une année sans été, qui eut pour conséquence de faire s'effondrer les récoltes en Chine, en Amérique et en Europe, où des famines firent dans la foulée, là aussi, près de 100 000 morts. Sauf que ces phénomènes incriminés, taches solaires et volcans combinés, ne permettent pas d'expliquer clairement à eux seuls la durée de ce petit âge glaciaire. Si bien que certains chercheurs supposent qu'une troisième force pourrait avoir été à l'œuvre, celle de la repousse en masse des arbres en Amérique du Nord, qui, en séquestrant rapidement de grandes quantités de CO2, aurait contribué à accentuer le refroidissement du climat. Cette hypothèse est encore en débat, mais je dois dire que j'aime bien l'idée que des microbes aient indirectement contribué à faire chuter les températures et à accentuer localement des famines qui ont pu servir d'allume-feu à des révolutions telles que celles qui ont mené à la fondation des États-Unis ou fait tomber la royauté en France en 1789. Que ce soit le cas ou non, ce qui, à la fin du XVIIIe siècle, sauve les classes les plus populaires d'Europe de la famine, ce n'est pas tant les révolutions que les pommes de terre. Quand on y réfléchit bien, ce sont elles les véritables joyaux de l'échange colombien. Car cette tige souterraine modifiée que l'on appelle tubercule, et qui nous est venue des Andes, a sorti l'Europe du Nord de la famine, la nourrit à moindre coût, et lui a permis de libérer de la main-d'œuvre et des ressources pour mener à bien ses projets coloniaux et l'industrialisation au cours du XIXe siècle. C'est pour toutes ces raisons que beaucoup d'historiens considèrent la pomme de terre comme le trésor le plus important ramené des Amériques. Il faut dire que les quelques variétés qui se sont enracinées dans les cultures du vieux continent ont tout changé. 4 fois plus productives que les céréales à l'hectare, les pommes de terre sont capables de pousser dans des sols relativement pauvres, tout en étant presque insensibles aux intempéries, aux coups de froid, à la grêle ou aux tempêtes. En fait, si l'on continue à cultiver des céréales, c'est principalement pour leur facilité de transport et de stockage, et aussi parce qu'on ne pourrait pas vivre sans pain, et que, comme le disent si bien les Irlandais, mieux vaut ne pas mettre toutes ses patates dans le même panier. Durant la première moitié du XIXe siècle, l'Irlande adopta massivement la pomme de terre. En complément du lait et de la bière, ce régime alimentaire comblait pratiquement tous leurs besoins. Pour près de 40% de la population, la pomme de terre était même le seul aliment solide qu'ils consommaient. L'efficacité de ce régime, 3 chercheurs l'ont démontré en 1925. Pendant 161 jours, ils n'ont rien mangé d'autre que des patates au lait et de la bière. Résultat, pas de carence, pas de perte ni de prise de poids, et pas de, je les cite, désir impérieux de changer de nourriture. La patate, c'est la vie et c'est la mort aussi, car le grand échange colombien est un processus sans fin. En 1845, le mildiou, champignon microscopique venu d'Amérique du Nord, apparaît en Irlande et ravage en à peine quelques semaines 50% des récoltes. L'année suivante, le mildiou prend tout. Le grand échange colombien a beaucoup donné à l'Europe, soudainement, il reprend.
En quelques années, l'Irlande va perdre un quart de sa population. 1 million de personnes vont y mourir de faim et près de 2 millions d'autres vont être contraints de fuir le pays et de migrer en direction des États-Unis, du Canada et de l'Australie. Et voilà que les Irlandais sont à leur tour devenus une brique du grand échange colombien, de ces vagues de déplacements de plantes, de maladies et d'humains. Aujourd'hui, on estime que 70 millions de personnes dans le monde ont des origines irlandaises, alors que la population actuelle de l'île, nord et sud confondus, est de 6,3 millions de personnes, bien en dessous des 8 millions d'habitants qui peuplaient l'île avant l'arrivée du mildiou. Dans le monde, et plus particulièrement en Europe, la pomme de terre est également au cœur de la transformation de l'agriculture de subsistance en agriculture industrielle, utilisant massivement engrais et pesticides. Le premier engrais exporté, vendu et utilisé industriellement a été le guano. Au XIXe siècle, on commence à exploiter industriellement les montagnes de déjection d'oiseaux marins que l'on trouve alors en quantité sur les îles des côtes sud-américaines et qui étaient utilisées par les Incas pour fertiliser leurs champs de pommes de terre bien avant l'arrivée de l'homme blanc. Entre 1840 et 1880, le Pérou va exporter 12 millions de tonnes de cet or blanc miné dans des conditions inhumaines, jusqu'à l'épuisement des gisements, qui vont enrichir considérablement le pays en lui offrant 80% de ses revenus et permettre aux terres agricoles en Europe et en Amérique du Nord de faire un bond de productivité tout en nous rendant dès lors dépendants aux engrais azotés. À la fin du 19e, pour combattre l'arrivée en masse d'un autre ravageur venu des Amériques, la bête du Colorado, ou dirifort de la pomme de terre, l'Europe du Nord et les États-Unis, traumatisés par le mildiou, pulvérisent en masse des pesticides à base d'arsenic sur les champs de tubercules. Il faudra attendre les années 1960 et l'arrivée du DDT pour que la dangerosité de cette substance pour les sols et les humains soit reconnue. En Chine, c'est la patate douce et le maïs qui vont devenir stars et faire sortir les paysans de la famine durant le petit âge glaciaire, tout en transformant durablement le pays. Moins d'un siècle après les premières expéditions de colons, entre 1580 et 1590, les rizières de la vallée du Fujian, la région de l'est de la Chine qui fait face à Taïwan, sont mises à mal par de violentes précipitations. Et les famines se succèdent jusqu'à ce que soit donné l'ordre de planter en masse de la patate douce. En l'espace d'un siècle, la population chinoise passe de 70 à 130 millions d'habitants. Et la conquête des territoires arides et montagneux de l'ouest de l'Empire du Milieu par l'ethnie Han est facilitée par les plantations de patates douces, de pommes de terre et de maïs, qui sont des plantes capables de pousser dans les sols pauvres de ces régions avec des rendements impressionnants. De là à penser que sans elles, la Chine et leur ethnie dominante Han ne seraient pas devenus le géant géographique que nous connaissons aujourd'hui, il n'y a qu'un petit bond en avant. Aujourd'hui, la Chine concentre les 3/4 de la production de patates douces au monde et est le second producteur de maïs de la planète, derrière les USA. Et après avoir parlé de l'influence des plantes américaines sur la Chine et sur l'Europe, il faut que je vous parle des effets considérables que le grand échange colombien a eu sur le continent africain. Dès les premières décennies qui suivent la première expédition de colons, l'Europe a besoin de main-d'œuvre pour exploiter les richesses du Nouveau Monde. Or, les populations amérindiennes sont décimées par les maladies européennes et l'exploitation coloniale. Quant aux Européens, ils meurent au travail sous la chaleur humide des tropiques ou infectés par le paludisme. Pour pallier cette crise de main-d'œuvre, les tout premiers colons des Amériques, portugais, espagnols, puis français et anglais, vont se tourner vers les riches et puissants royaumes qu'ils ont rencontrés sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Et le commerce, ou plutôt le crime, qu'ils vont imaginer ensemble, va se transformer pour l'Afrique tout entière en une malédiction. La traite des êtres humains orchestrée par les Européens avec l'aide de grands royaumes d'Afrique de l'Ouest, comme le royaume de Dahomey dans l'actuel Bénin, ou celui du Congo au niveau de l'actuel Angola, vont progressivement dépeupler l'Afrique subsaharienne et enraciner des conflits ethniques dont les plaies persistent encore aujourd'hui. Songez qu'on estime que pour chaque Africain ayant été réduit en esclavage en Amérique, après avoir été arraché de force à ses terres, il y en a 2 autres qui ont péri en mer ou dans les conflits armés liés à sa capture.
En fait, pendant longtemps, les Africains ont été plus nombreux que les Européens sur le sol américain, principalement au Brésil et dans les Caraïbes. En tout, c'est entre 12 et 20 millions d'Africains qui vont être déportés en 400 ans d'esclavage. Entre 10 et 20% de ceux arrivés au Brésil et dans les Caraïbes arriveront à fuir les plantations. Ils deviendront des marrons, des fugitifs. Leur histoire clandestine, leur rencontre avec les peuples amérindiens, a longtemps été absente des livres d'histoire. L'archéologie tente aujourd'hui de retrouver des traces de ces événements qui n'ont jamais été couchés sur le papier. D'autres sont restés dans les plantations jusqu'à organiser des révoltes, comme celle ayant mené à l'indépendance d'Haïti ou de Saint-Domingue. Tous ces Africains que l'on a déracinés sans plus de considération que pour des plantes, sont au cœur de l'histoire du grand échange colombien, au cœur de l'histoire des Amériques, au cœur de l'histoire des grandes luttes modernes. Sur ce continent qui est devenu par la force des choses le leur, ces déportés et leurs descendants vont créer un nouveau monde métissé, inventer des musiques, des danses, des plats qui sont aujourd'hui classés au patrimoine immatériel de l'humanité et façonnent du nord au sud les cultures américaines contemporaines. Des plats comme le jambalaya en Louisiane ou le feijoada au Brésil ont des racines africaines et peuvent rejoindre mon chili con carne comme symbole comestible du grand échange colombien. Pensez-y la prochaine fois que vous cuisinez. L'histoire du monde est là, lovée dans votre assiette. En ce début de 21e siècle, la mondialisation continue de transformer nos recettes, nos cultures et nos écosystèmes. Avec pour acteur principal de cette recombinaison rapide et sans fin, des hommes, des femmes, des bateaux, des plantes et des animaux, et de temps en temps des virus et des bactéries qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et n'oubliez pas que pour profiter de l'offre de rentrée exceptionnelle d'HelloFresh, avec la première box à partir de 3 € par portion, plus un cadeau à choisir à chaque commande, et ce chaque semaine, il vous suffit simplement de flasher le QR code qui s'affiche à l'écran, ou de passer par le lien que je vous ai mis en description, avec le code BALADERENTRÉE.